Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac de mécanique du point. Il concerne les 3 premiers chapitres de mécanique, à savoir la cinématique, les lois de Newton, ainsi que celui des mouvements dans un champ uniforme. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels de cours nécessaires. Je vous présente le menu, on fera un exemple d'application type de la loi de Newton très complet puisqu'on partira de l'accélération pour finir sur les équations horaires. En passant, on reverra toute la méthodologie sur les primitives des vecteurs accélération et vitesse. On établira une équation de trajectoire et je vous donnerai les détails théoriques derrière la manipulation. Enfin, on réalisera une analyse énergétique de notre système. Enfin, merci vraiment à tous ceux qui likent et s'abonnent, la chaîne progresse vraiment vite et c'est grâce à vous. J'espère que le contenu vous permet de progresser et puis en tout cas moi je fais de mon mieux pour continuer à faire des vidéos qualitatives. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, merci de vous abonner et de liker, ça permet d'augmenter les stats sur YouTube et de permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, comme toujours, on démarre par l'analyse du sujet. Ici, c'est un sujet du bac S de 2012 d'Amérique du Nord. Alors, je vous arrête tout de suite ceux qui pensent que bosser sur les annales de l'année d'avant, forcément, ça rend plus opérationnel. Pas du tout. Il y a des espèces de phénomènes de mode sur les sujets. Des fois, ils se ratent, des fois, c'est bien. Il y a certains sujets qui restent sur des années et des années et qui restent de très bons exercices d'entraînement. En particulier, celui-ci, il est super puisqu'on va faire le tour de la question des notions actuelles, même si c'est une ancienne annale. Alors, ici, on va étudier l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Le texte est assez conséquent, mais ça vous le savez, sur les exercices de méca, on vous présente tout un tas d'hypothèses et de données qui seront nécessaires à la réalisation de l'exercice. Vous ici, vous devez vous entraîner à lire en diagonale pour avoir rapidement les informations importantes. J'ai dit en diagonale, j'ai pas dit de pas lire du tout. On va faire le tri ensemble pour cet exercice. Alors, si on descend sur le premier paragraphe, on repère ici qu'on vous parle d'un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc ça va nous permettre d'appliquer les lois de Newton. Le système étudié ici, c'est un bloc de matière de masse m. Et on considère que ce bloc est assimilé à un point matériel. Puisqu'on vous a expliqué dans les chapitres de mécanique que tout ce qu'on étudie, on le modélise par un point. Ça pose pas trop de problèmes vu les approximations qui sont faites en terminale. Ensuite, on vous présente un schéma récapitulatif de la situation. On retrouve le vecteur V0 initial avec l'angle alpha, ainsi que le vecteur G représentant la pesanteur. Enfin, dans tout l'exercice, on négligera la poussée d'Archimède et les forces de frottement dues à l'air. On vous précise aussi la valeur de G qui nous aidera dans la réalisation de cet exercice. On passe maintenant à la partie 1 et on va traiter des équations horaires du mouvement. Et en premier, pour la question 1, pourquoi peut-on dire que le bloc est en chute libre ? Allez, on se retrouve pour la partie 1 de l'exercice où on vous demande de traiter des équations horaires du mouvement et particulièrement la question 1.1 qui demande pourquoi peut-on dire que le bloc est en chute libre. Alors, ici, petit rappel, pour la chute libre, on s'est contenté dans le cours de dire que un mobile était en chute libre quand il n'était soumis qu'à son poids. Alors, pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, ici, quand on est sur Terre, on n'a jamais que le poids. Il y a toujours les frottements, la poussée d'Archimède. Donc quand on a des exercices où on dit qu'on est en chute libre, on l'est pas vraiment. En fait, on fait une approximation. On prend l'hypothèse de négliger les frottements et la poussée d'Archimède. Ici, autant soigner au maximum la rédaction pour avoir dès le départ la confiance de votre correcteur. Ça, c'est important sur une copie. Vous bâtissez au fur et à mesure de votre rédaction la confiance avec le correcteur qui va après derrière faire plus ou moins attention à vos erreurs éventuelles de rédaction. Donc quand on peut se permettre de rédiger et de prendre le temps de le faire bien, bon bien sûr il faut faire attention au temps, on le fait. Donc ici, on va rédiger ensemble, le bloc est soumis à son poids, au frottement dans l'air et à la poussée d'Archimède. Cependant, on néglige les frottements et la poussée d'Archimède, on peut donc considérer en première approximation que le bloc est en chute libre. Allez, on passe tout de suite à la question 1.2. Ici, l'énoncé vous demande d'établir la relation entre le vecteur accélération A et le vecteur champ de pesanteur G. À ce stade de la préparation, normalement, vous devez être au fait de la méthode, mais je vais vous la rappeler. En premier, il faut déclarer qui est notre système et le référentiel dans lequel on va étudier le mouvement. Ensuite, en 2, il faut dresser le bilan des forces, donc vous verrez, on va le dresser rapidement. Ici, c'est pas le but de donner tous les détails, c'est juste de faire le point avant de vous lancer tête baissée, de bien faire le bilan des forces. Ici, on est dans le cas de la chute libre.
équilibre, donc le bilan des forces, effectivement, ça sera très simple, mais je ne peux pas vous conseiller en fiche méthode de sauter l'étape du bilan des forces si jamais vous avez des frottements, une force de traction, etc. Il faut vraiment passer par cette étape pour pas raconter de bêtises derrière. Et enfin, en troisième étape, on pourra énoncer et appliquer la seconde loi de Newton. C'est parti pour la rédaction. Pour la première étape, on va écrire qu'on étudie le mouvement du bloc dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, pour le bilan des forces, le bloc est soumis à son poids et on peut préciser que P c'est égal à mg. Et enfin, pour l'application de Newton, d'après la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma. Or, ici, d'après le bilan des forces, on sait que la somme des forces extérieures c'est égal à P qui est égal à mg. D'où, en simplifiant les m, on obtient que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Ensuite, on demande d'exprimer les composantes AX et AZ du vecteur A. Alors, je vous remets le schéma. On a ici le vecteur G qui était dans l'énoncé, qui est vertical. Donc, si le vecteur G est vertical, ça veut dire que sa composante sur X est égale à 0. Et ensuite de ça, il est orienté vers le bas par rapport à notre repère. Donc, on est opposé au vecteur de base, le petit k que vous avez sur l'axe Z. Bien, ça veut dire que la coordonnée sur Z sera négative. On aura moins G. On peut passer à la rédaction. Par projection, on a le vecteur G qui est pour coordonnées 0 moins G, d'où on obtient que le vecteur A a pour coordonnées 0 et moins G. Allez, on arrive à la question 1.3 et on doit déterminer les expressions littérales de Vx de t et Vz de t. Alors, je vous avais promis quand je vous ai mis en ligne la vidéo du mouvement rectiligne avec le record du monde de la Green Team, je vous affiche le lien ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, c'est à voir avant de voir cette vidéo-là, que je vous donnerai tous les détails sur comment on fait pour faire les primitives des vecteurs, accélération et vitesse, enfin les primitives des coordonnées. Ça y est, on y est, je vais vous donner vraiment la rédaction complète avec toutes les étapes, toutes les explications. Techniquement, la rédaction que je vais vous proposer est beaucoup plus lourde que celle que vous avez vue en cours, mais je vois qu'en cours particulier, la rédaction de votre prof, en général, vous la prenez par cœur, et puis après, du coup, il suffit de changer n'importe quoi dans l'énoncé, et vous comprenez plus pourquoi il y a des moins, des plus, etc. Donc là, je vous donne tous les détails pour pouvoir rédiger n'importe quel exercice, donc bien sûr, on est dans le cas classique ici, on n'a pas de piège dans l'énoncé, je vais pas vous mettre en ligne une annale qui a juste un piège et qui fait que la méthode est absolument pas intéressante. Donc sur le cas classique, on va vraiment détailler chacun des points pour que vous puissiez comprendre comment on effectue les primitives des coordonnées des vecteurs. Alors, on va commencer par récupérer dans le chapitre de cinématique la définition du vecteur accélération. Vous avez que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Si on prend la chose à l'envers, en fait, les coordonnées de V, ce sont les primitives des coordonnées de A. Pour remonter au vecteur vitesse, on va donc primitiver les coordonnées de A pour obtenir celles de V. Alors, on peut démarrer sur la rédaction. Par définition, on sait que le vecteur A, c'est la dérivée du vecteur V par rapport au temps. Donc, en primitivant les coordonnées du vecteur accélération, on obtient. Donc, le vecteur V dans le chapitre de cinématique, vous savez que c'est Vx de t, Vz de t ici, parce que nos axes, c'est X et Z. Alors, je vous fais un petit point de rappel sur les dérivées. En première, quand vous avez fait les dérivées, on vous a donné la dérivée d'une constante k, et on vous a dit que k' ça faisait 0, et on vous a donné les dérivées des fonctions affines, ax plus b, qui donnent a en dérivée. Bien ici, c'est ce qu'on a pour le vecteur accélération. Si on regarde l'accélération sur x, vous aviez 0. Ça veut donc dire que vous cherchez la primitive de quelque chose qui, quand on le dérive, donne 0. Ben donc c'est une constante. Je vais noter cette constante C1, donc on a Vx de t qui est égal à C1. Ensuite, on avait l'accélération sur z qui était égale à moins g. Mais ici, ça nous donne une constante, même si c'est g, c'est représenté en expression littérale, mais c'est une constante. Vous pouvez remplacer ce moins g par un moins 2 si vous voulez. Ici, c'est donc une constante, et la primitive d'une constante, quand je prends ma dérivée mais à l'envers, ça me donne une fonction affine. Alors attention, ici on dérive pas par rapport à x, on dérive par rapport au temps. Donc ça va me donner quelque chose en moins gt, et à la fin on ajoute une constante, puisque du coup quand on dérive, cette constante elle disparaît. Peut-être qu'elle est égale à 0, mais peut-être pas. Donc on la met par sécurité dans le vecteur v qu'on obtient et que je vous ai écrit. Ce vecteur-là, on va l'appeler le vecteur mathématique. Pourquoi? Ici vous obtenez un vecteur v qui est une expression mathématique des primitives des coordonnées du vecteur A. C'est un vecteur qui n'est pas encore fini, il faut déterminer les constantes 1 et constante 2. Pour pouvoir déterminer ça, la seule chose que vous ayez, et c'est ce que vous avez vu en cours, c'est qu'il faut regarder les conditions initiales. On va en profiter pour faire le point sur la projection de vecteurs. Je vous réaffiche le vecteur V0 et je vous affiche les projections sur l'axe OX et OZ du vecteur, donc on aura V0X à l'horizontale et V0Z à la verticale. Alors en passant, on fait un
petit rappel de maths sur les formules de cosinus, sinus et tangente. Normalement, on a dû vous en parler en première. Le moyen mémotechnique, c'était le K sautois, je vous réindique ça. Donc le K, c'est AH, ça vous donne que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. SO, ça vous donne que le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et TOA, pour la tangente, ça vous donne opposé sur adjacent. Si on regarde ici au niveau des projections, alors attention, ce qu'on fait en cosinus et sinus, on compte pas les vecteurs. Donc il faudra à la fin faire attention aux signes de vos projections. On a cosinus qui est adjacent sur hypoténuse, ça nous donne V0x sur V0. Et pour le sinus, opposé sur adjacent, le côté en face c'est V0z divisé par V0. Maintenant je vais passer les V0 qu'on a au dénominateur de l'autre côté et on obtient du coup V0x égale V0 cos alpha et V0z qui est égal à V0 sinus alpha. Comme je l'ai dit, on fait attention au sens de nos vecteurs. Là le vecteur V0x est bien dans le même sens que l'axe OX, donc ça reste positif. Et le V0z est bien vers le haut, dans le même sens que l'axe OZ, donc on reste positif. Vous obtenez au final, je vous enlève la partie de la projection, V0x qui est égal à V0 cos alpha, et V0z qui est égal à V0 sinus alpha. Bon, on a obtenu les conditions initiales, on va dire expérimentales, puisque ça c'est le sujet qui vous a donné, c'est les conditions de notre expérimentation. Maintenant, on va relier ça à notre vecteur, entre guillemets, mathématique qu'on avait précédemment, en prenant t égale à 0, puisque le vecteur v qu'on a au-dessus, il est censé représenter le vecteur v tout le temps, donc en particulier quand t est égal à 0. Bien, si je prends t égale à 0 dans vx, ça nous donne c1, puisqu'il n'y avait pas de t, donc il se passe rien. Et dans vz, si on fait vz de 0, le moins gt disparaît, il reste plus que c2. Or, qu'est-ce qu'on c'est que ces deux vecteurs c'est censé être les mêmes, donc vous pouviez identifier les valeurs de C1 et de C2 comme étant celles de V0x et V0z. Ainsi, on obtient que C1 c'est égal à V0 cos alpha et que C2 c'est V0 sinus alpha. Vous pouvez entre guillemets maintenant finir l'expression de notre vecteur V qu'on avait obtenu en remplaçant les constantes C1 et C2 par leurs vraies valeurs et au final on obtient pour le vecteur v, les coordonnées suivantes, Vx de t c'est V0 cos alpha, puisqu'on a remplacé C1, et Vz de t c'est moins gt plus V0 sinus alpha, puisqu'on a remplacé C2. Voilà, là vous avez fini le travail et vous avez obtenu le vrai vecteur vitesse qui correspond aux conditions expérimentales. Allez, on arrive maintenant à la question 1.4 et il faut déterminer les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire trouver les expressions de x de t et de z de t. Alors on va faire comme tout à l'heure, on fait un petit rappel de la définition, on sait que le vecteur v c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Comme je vous ai expliqué précédemment, du coup si on retourne l'expression, on a en fait que les coordonnées de OM, ce sont des primitives de celles du vecteur V. Bon, vu qu'on a le vecteur V, je vous l'ai laissé afficher en haut, qu'on a déterminé précédemment, on va pouvoir procéder exactement de la même façon en faisant les primitives des coordonnées. C'est parti pour la rédaction. Par définition, on sait que V c'est égal à D2OM sur DT, donc en primitivant les coordonnées du vecteur V, on obtient les coordonnées du vecteur OM qui sont x de t qui est égal à v0 cos alpha fois t, puisque v0 cos alpha c'était une constante, donc la primitive d'une constante, on en a déjà parlé, c'est une fonction affine, et on rajoute la constante derrière. Ensuite, pour z de t, là, il faut rajouter un complément, donc je vous l'ai mis dans les dérivés en bas. La dérivée de x carré en maths c'est 2x, ça pose de problème à personne. Mais si on veut trouver que la dérivée c'est x, et il faut faire x carré sur 2, vous pouvez vérifier, ça nous fait 2x sur 2, ça fait bien x. Bon, qu'est-ce que vous obtenez ici? Vous obtenez qu'une primitive en fait de t, c'est t carré sur 2. Mais c'est ce qu'on va faire ici, le moins g en constante multiplicative, on va le laisser devant, et on va remplacer notre t par du t carré sur 2. Ensuite, vous avez v0 sinus alpha, qui est comme le v0 cos alpha une constante, donc on lui met un t derrière pour le transformer en primitive, ça nous fait v0 sinus alpha t, et à la fin, on n'oublie pas la constante, qui éventuellement est nulle, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais on ne sait pas encore, il faudra étudier ça avec les conditions initiales. Bon, vous obtenez la forme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mathématique de notre vecteur, on va regarder les conditions initiales. De plus, avec les conditions initiales, on a que OM 0, c'est x0 égale 0 et z0 égale 0, puisqu'on démarrait de l'origine du repère. Et pour t égale à 0, notre vecteur mathématique nous donne que x de 0, c'est c3, puisque v0 cos alpha fois 0, ça saute. Et z de 0, ça nous donne c4, puisque le t carré, il saute, et le t, il saute aussi. Bon, donc il vous reste plus que c4. Même chose qu'au-dessus, on peut trouver les valeurs de c3 et c4, qui sont du coup ici nuls et nuls, et on obtient la forme finale de notre vecteur OM, qui est x de t égale v0 cos alpha t, il n'y a plus de c3 puisque ça vaut 0, et pour z de t, on obtient moins 1,5, on le place devant pour que ce soit plus correct en écriture mathématique, on laisse pas le demi sous le x carré. En maths, en physique, un peu la même idée, on ne laisse pas le diviser par 2 sous le t carré. Donc ça nous fait moins 1,5 de gt carré, plus v0 sinus alpha t.
Allez, on arrive à la partie 2, et cette fois, le bloc est éjecté avec une vitesse initiale verticale. On passe du coup à V01 et plus le V0 de tout à l'heure. Alors, il convient de faire un petit schéma au brouillon pour bien visualiser la situation. Bien sûr que quand on est à l'écrit comme ça, lever la tête de temps en temps, c'est difficile, mais il faut vraiment vous forcer dans les exercices de mécanique où on change les conditions initiales à faire un petit résumé au brouillon pour pouvoir y voir plus clair. Alors, je vous mets le schéma. On a ici toujours les mêmes axes, l'axe X et Z avec les vecteurs de base I et K. On a la vitesse V01 qui est verticale, et donc on a ici un angle que je vous note alpha 1 puisque c'est un angle particulier, il n'est pas donné dans l'énoncé, c'est juste au brouillon. Alpha 1 qui ici du coup fait 90 degrés. Donc on va pouvoir réutiliser tous les résultats qu'on a établis avec un alpha quelconque, mais sauf que cette fois on a une valeur de 90 degrés. On passe à la question 1. On vous demande justement, grâce aux réponses aux questions 1.3 et 1.4, de préciser les expressions de Vx, Vz, X et Z de t dans la situation étudiée. Bien, on va réutiliser tous les résultats qu'on a en remplaçant par les valeurs de cosinus et de sinus alpha pour alpha égale à 90 degrés. Et bien c'est parti pour la rédaction. Cette situation revient à prendre alpha égale 90 degrés dans les résultats des questions 1.3 et 1.4. On a alors cos alpha qui fait 0 et sinus alpha qui est égal à 1. Si vous vous en souvenez pas, la calculette est là pour vous sauver. Ensuite, on obtient Vx de t qui est égal à V01 fois 0, donc ça fait 0. Vz de t, donc le sinus alpha se transforme en 1, on obtient moins gt plus V01. Le x de t qui est égal à V01 fois 0 fois t qui nous fait 0, et enfin le z de t qui nous fait moins demi de gt carré, le sinus se transforme en 1, et attention on n'oublie pas le t à la fin, on a donc moins 1 demi de gt carré plus V01 fois t. Pour avoir une vision plus claire de ces vecteurs, on peut les renoter en forme de vecteurs. On obtient le vecteur v qui a pour coordonnées Vx de t égale 0, Vz de t moins gt plus V01, et on a le vecteur OM qui a pour coordonnées x de t égale 0, et z de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus V01 fois t. Nous voilà maintenant à la question 2.2. On va commencer par un petit rappel sur la trajectoire parce que vous savez que c'est des trajectoires paraboliques, mais il y a certaines choses que vous avez des fois du mal à visualiser. Alors la question, à partir de l'expression de Vz de t, déterminez l'expression littérale de la date ts à laquelle l'altitude maximale h mesurée à partir du point O est atteinte. Concrètement, ici on vous parle de la flèche. On va voir ça ensemble. Alors, lorsqu'on est au sommet d'une parabole, donc je vous ai représenté la hauteur h dont on parle, ici donc vous avez z en fonction du temps, on a une vitesse au sommet, la Vs, qui est horizontale. Si la vitesse elle est horizontale, ça nous affirme que Vs de z est égal à 0, puisque du coup vous n'avez pas de composante sur l'axe Z, puisqu'on est sur l'axe X concrètement. Ici, c'est ça qui va nous permettre de trouver la date TS, puisqu'on sait que quand on est au sommet d'une trajectoire, la vitesse verticale s'annule. On peut donc passer à la rédaction. Lorsque le bloc atteint son altitude maximale à la date TS, on a Vz de TS, donc c'était le Vs que je vous ai mis dans le rappel, Vz de TS qui est égal à 0. Bien ça, c'est équivalent au fait que moins GTS plus V01 soit égal à 0. On passe le V0 de l'autre côté, ça devient moins V01. Ensuite, on a des moins de chaque côté, on les simplifie. Et il ne nous reste plus qu'à isoler le TS en divisant par G. On obtient que TS est égal à V01 divisé par G. Nous voilà maintenant à la question 2.3, et on doit montrer que V01 a pour expression racine de 2GH. Alors, on vous dit ici de vous servir du texte 1. Je vous ai isolé directement le passage du texte qui est intéressant. Sur la deuxième ligne, vous trouvez de cette hauteur H, on tire la vitesse racine de 2GH. Admettons qu'on n'ait aucune idée. Ça, même si c'est une question classique, on peut facilement détourner une question classique pour en faire une question que vous allez trouver uniquement devant une épreuve. Dans la phrase du texte, vous avez deux informations. On vous dit de cette hauteur. Le fait qu'on parle de hauteur, ça vous donne comme indication qu'il faut utiliser Z de t. Ensuite, on vous parle de la hauteur h, mais souvenez-vous, la hauteur h qu'on a étudiée précédemment, c'était la hauteur maximale. Bon, bien ici, on va devoir utiliser Z de TS, puisque on a déterminé l'expression de TS. On va pouvoir remplacer tout ça dans l'expression de Z de t. Bien, c'est parti pour la rédaction. On sait que h correspond à la hauteur maximale atteinte par le bloc à la date TS, donc Z de TS est égal à h. On a donc, en remplaçant dans l'expression de Z de t, moins 1 demi de G TS au carré plus V01 fois TS qui est égal à h. Alors ici, on va prendre de la place et on va le faire vraiment étape par étape pour perdre personne en chemin.
Je sais en cours particulier que vous avez quand même beaucoup de mal à isoler de manière propre et efficace un terme quand on a une équation, surtout quand il y a autant de termes qu'ici. Maintenant attention, dans le chapitre prochain sur la mécanique céleste, ça sera quelque chose qu'il faudra absolument gérer, sinon toutes les équations que vous allez devoir résoudre, ça va être la catastrophe. Donc c'est le dernier moment pour vous familiariser et vous réconcilier avec les équations. Allez, on y va. On va remplacer déjà le TS par son expression, c'était V01 sur G. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais enlever les parenthèses et donc le numérateur et le dénominateur dans la première partie passe au carré. La deuxième partie, je vais juste monter le V01 avec l'autre V0, ça nous fait V01 au carré. Ici, dans la première partie, on voit qu'on peut simplifier le G qui est devant avec le carré du G qui est au dénominateur. On va prendre une étape ici pour faire le checkpoint. Ça nous fait moins 1/2 de V01 au carré divisé par G, plus V01 au carré divisé par G, égale H. Bon. Là, il y a deux façons. Soit vous pouvez factoriser le V01 au carré sur G, soit vous pouvez mettre au même dénominateur. Ici, je vais mettre au même dénominateur pour perdre personne. On passe sur la colonne de droite. Du coup, le premier, il est inchangé. J'ai juste collé le 2 avec le G en bas. Et l'autre, par contre, pour pouvoir avoir un dénominateur 2G, j'ai multiplié en haut et en bas par 2. Bon, mais ça me donne ici qu'on a au numérateur moins V01 carré plus 2V01 au carré. Ben donc, ça, il m'en reste qu'un seul. Ça nous donne donc V01 au carré divisé par 2G qui est égal à H. Dernière étape ici pour isoler le V01 au carré, c'est de passer le 2G de l'autre côté. Ça nous donne V01 au carré qui est égal à 2GH. Et il nous reste plus qu'à faire la racine, puisque là on a bien une valeur positive. 2 c'est positif, G c'est positif, H c'est positif. On n'a plus qu'à poser la racine là-dessus. Et on obtient l'expression demandée, V01 qui est égal à racine de 2GH. Allez, on arrive à la dernière question de cette partie 2 avec la question 2.4 et on vous demande de calculer V01 si H est égal à 400 mètres. On récupère l'expression de V01 qu'on avait à la question précédente, qui a été fournie d'ailleurs par l'énoncé. On récupère les valeurs de G et de H, on remplace et on met ça dans la calculatrice. On respecte bien les chiffres significatifs ici à cause du 9,8, vous n'avez que 2 chiffres significatifs à la sortie. Et on obtient une valeur approchée de 89 mètres par seconde. On arrive maintenant à la partie 3. Le bloc est éjecté du cratère avec une vitesse oblique V02. On vous donne l'angle alpha qui est de 43 degrés et on vous donne dans l'énoncé le point d'impact A qui est situé sur le flanc du volcan 800 mètres plus bas que le point O. Et on vous dit que le bloc a parcouru horizontalement une distance environ égale à 1,8 km. Avant de partir sur la résolution, comme je vous ai dit pour la partie 2, on passe au brouillon et on essaye de faire un petit résumé de la situation. Alors, je vous ai tracé ici la vitesse de départ, donc V02 cette fois, avec un angle alpha de 43 degrés. Vous savez que dans le cas des projectiles, on va avoir une trajectoire parabolique, je vous la trace en bleu, et on a le point d'impact A en bas. Et on connaît les coordonnées de ce point A, et donc dans l'énoncé, on vous a donné ZA qui est égal à moins 800 et XA qui est égal à 1,8 km. Attention, le 1,8 km, si jamais on s'en sert dans les calculs, il faudra bien penser à le convertir en mètres. On peut passer à la question 3.1.1 et donc on vous dit, à l'aide des expressions de la question 1.4, établir l'équation de la trajectoire. Comme précédemment, je vais vous donner le rappel de la méthode pour la trajectoire. À ce stade de votre préparation, il faut savoir qu'on établit l'équation de la trajectoire à partir des équations horaires, donc x de t et z de t. L'idée ici, ça va être de penser au fait qu'il faut faire ce qu'on appelle un changement de variable. Pour les élèves qui ont spé-math, forcément pour vous c'est un petit peu plus facile, vous l'avez vu, avec toutes les composées de fonctions, les limites, etc. Ici, on va injecter t de x, donc la fonction qui exprime t en fonction de x, à l'intérieur de z de t. Bien pour conséquence, on aura la disparition de la variable t et en fait l'obtention de l'expression z de x. Bon, mais maintenant que tous ces rappels sont faits, on peut passer à la rédaction. D'après la question 1.4, on sait que OM a pour expression x de t qui est égal à V02 cos alpha t et z de t moins 1/2 de gt carré plus V02 sinus alpha t. Donc comme on a dit tout à l'heure, il nous faut un t de x, ben on va se servir de la première équation pour retourner en fait le rôle de t et de x, on va passer le t à gauche, le x à droite. Donc concrètement, le V02 cos alpha, il passe au dénominateur sous le x. On a t qui est égal à x sur V02 cos alpha. Et comme je l'ai dit précédemment dans la méthode, on va injecter cette relation à l'intérieur de z de t pour le transformer en z de x. Bien donc, en remplaçant t dans z de t, on obtient z de x qui est égal à moins 1/2 de g, le t qui est exprimé maintenant en fonction de x, plus V02 sinus alpha, et le nouveau t.
Ensuite, il faut nettoyer. Première chose, j'enlève les parenthèses et j'applique le carré au numérateur et au dénominateur de la partie de gauche. Et ensuite, sur la partie de droite, je vous fais passer le V0 cos alpha sous le V0 sinus alpha. On peut donc simplifier les deux V0. Et pour rappel, je vous ai donné que sinus alpha sur cosinus alpha, c'était en fait tangente alpha. Dernière étape, il reste plus qu'à réagencer un petit peu les termes. On a z de x qui est égal à moins g sur 2V02 au carré cos carré alpha. On fait basculer le x à l'extérieur du coefficient, plus tangente alpha du coup, fois x. On obtient ainsi l'équation de la trajectoire. Nous voilà maintenant à la question 3.1.2. En déduire l'expression littérale de la valeur V02 de la vitesse d'éjection du bloc, calculer sa valeur et la comparer à celle indiquée dans le texte 2. Ici, attention, c'est aussi une question type. Analyser et trouver la vitesse de départ grâce au point d'impact, c'est une méthode que vous êtes censé avoir vue pendant l'année, et donc sur une annale comme ça, vous êtes censé être opérationnel et aller vite. Là, ici, on va le découvrir ensemble et on va faire l'analyse, mais ici, si vous n'avez pas d'expérience sur ce type de questions, c'est vraiment le genre de question où vous pouvez rester coincé longtemps sans trouver le résultat, vous décourager, perdre du temps, enfin bref, du coup, ici, on est vraiment sur une situation qui peut être pas rentable du tout. Alors, on va faire comme si on savait pas. Dans la question, on vous dit en déduire. En déduire, ça veut dire qu'il faut vous servir du résultat précédent. Précédemment, on a obtenu l'équation de la trajectoire. Cette expression, si on connaissait une valeur de z et une valeur de x, ça nous permettrait de poser une équation dans laquelle intervient V02 au carré et qui nous permettrait du coup de trouver V02 au carré. Bien justement, ici, on vous a donné les coordonnées du point A. Mais donc, on peut poser quoi comme équation avec ça? On peut poser que ZA, qui est donc le moins 800 mètres, est égal à Z de XA. XA étant les 1800 mètres qu'on vous a fournis dans l'énoncé. C'est bon, on tient notre point de départ, on va pouvoir démarrer la rédaction. L'énoncé donne les coordonnées du point d'impact A avec XA égale 1800 km qu'on convertit en mètres. Attention au chiffre significatif, 1,8 km, c'est pas 1800 mètres, c'est 1,8 fois 10 puissance 3 mètres, sinon vous respectez pas les chiffres significatifs. Et ZA c'est moins 800 mètres. D'où en remplaçant dans l'équation de la trajectoire, j'obtiens que ZA est égal à moins G sur 2V02 au carré cos carré alpha XA carré plus tangente alpha XA. On a bien ce qu'on avait prévu tout à l'heure au brouillon, une équation qui fait intervenir notre V02 que je vous entoure en bleu, et tous les autres paramètres qui interviennent dans l'équation peuvent être remplacés. ZA vous connaissez, G on connaît, alpha on connaît, XA on connaît. Bien donc il reste à isoler ce V0 carré de cette équation pour pouvoir trouver sa valeur. La première étape, je vous l'ai mise en orange, il va falloir passer le tangente alpha XA côté gauche, et donc il va devenir négatif, c'est parti. On a ZA moins tangente alpha XA qui est égal à moins G XA carré sur 2V0 carré cos carré alpha. J'ai un moins côté droit qui me dérange, donc je vais multiplier par moins 1 tout le monde. Côté gauche, j'ai juste à inverser les deux termes. Si vous voulez, vous pouvez écrire moins ZA plus tangente alpha XA, mais ça revient au même. En multipliant par moins 1, j'obtiens cette nouvelle équation. Il ne faut pas perdre de vue qu'on veut isoler le V02 au carré. Le V02 carré qu'on veut ici isoler, il intervient qu'une fois dans notre équation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever du dénominateur à droite pour le passer en facteur à gauche. Donc on va multiplier par V02 au carré. Attention, le tangente alpha XA moins ZA devient facteur de ce terme-là, donc on n'oublie pas les parenthèses. On ne perd pas de vue le but de la manœuvre, c'est d'isoler le V0 carré. Donc le tangente alpha XA moins ZA, je vais le repasser à droite. Attention, il était multiplié au V02 au carré, donc il passe au dénominateur de la partie de droite. J'obtiens donc l'expression de V02 carré, et maintenant pour obtenir l'expression de V02, il me reste plus qu'à faire racine de toute cette expression. Et voilà, on obtient l'expression de V02. Ensuite, on demande de calculer la valeur de V02. Bien donc là, ici, c'est une application numérique. On remplace tous les termes de notre expression par les valeurs connues. Le G, c'est 9,8. Le XA, on a déjà dit qu'il fallait le convertir en faisant attention aux chiffres significatifs. En bas, on a le alpha qui est égal à 43 pour le cos et pour le tangente. Et derrière, on a de nouveau XA. Et enfin, le ZA. Attention au ZA, il est négatif, donc dans la parenthèse, vous obtenez bien moins 800. Bon, on fait l'application à la calculatrice, on n'oublie pas qu'on a deux chiffres significatifs à cause de plusieurs termes dans l'expression, je vous prends le 9,8 et le 1,8, et à la fin, vous obtenez sur votre calculette 109,5, qu'on arrondit à 110, mais avec deux chiffres significatifs, on a 1,1 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. L'énoncé nous demande de comparer cette valeur avec celle de l'énoncé. L'énoncé donne 110 mètres par seconde comme vitesse initiale. La valeur trouvée, c'est pas tout à fait ça, on l'a arrondi, mais elle est tout à fait correcte, donc on peut dire qu'elle est proche de celle-ci. On arrive à la question 3.2.1, et on vous demande les expressions littérales et les valeurs de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, ainsi que l'énergie mécanique à t égale à 0. Je vous mets en rappel les expressions des différentes énergies. On a l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de mv carré,
l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz, avec z étant l'altitude prise par rapport à l'origine des potentiels. Ici, on vous dit qu'on choisit une énergie potentielle égale à 0 joule pour z égale 0 mètre. Donc on mesurera bien le z de l'énergie potentielle comme celui de notre repère, heureusement. Et enfin, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Ainsi, à t égale à 0, on a V02 qui est égal à 110 mètres par seconde, ça c'est l'énoncé qui vous le donne, et on a Z0 qui est égal à 0 mètres. D'où l'énergie cinétique initiale, que je note EC0, est égale à 1/2 de m fois V02. L'énergie potentielle de pesanteur à l'origine EPP0, c'est égal à mgz0. Ici, éventuellement, vous pouvez directement remplacer et dire que ça fait 0, même si vous n'avez pas l'expression littérale, c'est bon. Et enfin, l'énergie mécanique à l'origine, donc EM0, c'est 1/2 de mv02 au carré plus mgz0. Toujours pareil, vous pouvez éventuellement mettre 1/2 de mv02 au carré, puisque la deuxième partie est nulle. Pour l'application numérique, il suffit de remplacer par les valeurs. On avait la masse qui était de 500 kg, la vitesse 110. Vous trouvez l'énergie cinétique initiale qui est de 3,03 fois 10 puissance 6 joules en respectant les chiffres significatifs. Pour EPP0, on trouve 0 à cause de Z qui est égal à 0. Et enfin, EM0 qui est égal donc à l'énergie cinétique initiale, puisque l'énergie potentielle de pesanteur à l'origine est nulle. On arrive à la question 3.2.2 du sujet, on vous demande de trouver l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur au point C, qui est le sommet de la trajectoire. On a déjà dit que la vitesse au sommet de la trajectoire, elle était horizontale. Je vous fais un rappel du chapitre de cinématique, vous savez que la norme d'une vitesse, elle s'obtient en prenant Vx au carré plus Vz au carré, tout ça racine carrée. Bien donc, au point C, c'est toujours la même formule, ça nous donne Vcx au carré plus Vcz au carré, tout ça racine carrée. Et vu que Vcz au sommet de la trajectoire c'est nul, il reste plus que Vcx au carré racine carrée. Alors attention ici, ça vous donne valeur absolue de Vcx, ça vous donne pas Vcx tout court. La vitesse, elle peut être négative ici sur une des coordonnées, donc attention quand vous donnez la norme d'une vitesse de pas vous retrouver à la fin avec une valeur négative. Les rappels étant faits, on peut passer à la rédaction. Au sommet de la trajectoire, on sait que la vitesse est horizontale, donc Vc, bien donc c'est Vcx qui est égal à V02 cos alpha, puisqu'on avait la vitesse qui était constante sur x pour tout le trajet, donc ça change pas ici, et Vcz qui est égal à 0. Or, par définition, je remets la formule que je vous avais donnée dans les rappels, Vc est égal à Vcx au carré plus Vcz au carré racine carrée, d'où on obtient que Vc c'est égal à la racine des deux coordonnées au carré, mais donc il ne nous reste plus que V02 cos alpha. Ici, le cos alpha est bien positif, le V02 positif, donc ça nous donne bien une valeur positive, on a bien la valeur absolue de la vitesse, puisque Vcx est positive. Ainsi, pour l'énergie cinétique, on obtient ECC qui est égal à 1/2 de m fois V02 au carré fois cos alpha au carré. Pour l'application numérique, on remplace par les valeurs, on avait déjà vu précédemment, la masse c'est 500, la vitesse 110 et alpha c'est 43. Et vous obtenez sur votre calculatrice 1,6 fois 10 puissance 6 joules. Maintenant qu'on a effectué le calcul de l'énergie cinétique, on peut passer au calcul de l'énergie mécanique. Alors attention, ici, l'énergie mécanique, elle se conserve. Donc ça, c'est ce que vous aviez fait en première sur la conservation de l'énergie mécanique. On va avoir au point C la même énergie mécanique que celle qu'on avait à l'origine, puisqu'on a considéré que le système ne perdait pas d'énergie. Bien donc, on peut poser que l'énergie mécanique à l'origine est égale à l'énergie mécanique au point C. Or, l'énergie mécanique au point C, c'est ECC plus EPPC, d'où on peut extraire que EPPC, c'est l'énergie mécanique en haut, moins l'énergie cinétique au point C. Alors ici, l'énoncé ne vous demande pas de faire la forme littérale de l'expression, mais moi je vais vous la donner parce que c'est une question classique qui peut tomber, et là c'est dommage en passant à côté de pas donner la forme. Alors je vais remplacer mes expressions. On avait EM à l'origine, dont on avait déjà l'expression, et ECC c'est l'expression du dessus. On identifie ici les deux termes. On identifie ici les deux parties communes, et on va pouvoir factoriser du coup par 1/2 de mv02 au carré, et dans la parenthèse, on fait apparaître 1 moins cos carré alpha. Je vous donne le rappel de Trigo, cos carré plus sinus carré d'une valeur, c'est toujours égal à 1, mais donc si je passe le cosinus de l'autre côté, on a que sinus carré alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Dans notre parenthèse, on a en fait sinus carré alpha, et on obtient l'énergie potentielle de pesanteur au point C qui est égale à 1/2 de mv02 au carré fois sinus carré alpha. Alors si on a cette expression, on peut faire l'application là. On va reprendre là où on en était tout à l'heure quand on a dit que c'était EM0 moins ECC qui permettait de trouver la valeur. Vous aviez donc les valeurs exactes sur votre calculette qu'on n'oublie pas de récupérer, et vous obtenez pour l'énergie potentielle de pesanteur au point C 1,4 fois 10 moins 6 joules.
Allez, pour les courageux qui sont encore là, on en arrive à la 3-2-3 et on cherche l'altitude maximale H' atteinte par notre bloc. Alors, je vous remets le schéma que j'utilise depuis le départ, donc ici ce serait H', mais j'ai fait un copier-coller. On va réfléchir ensemble à la question. On vous demande de trouver H', sachant qu'on vous a dit en déduire. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer l'énergie potentielle de pesanteur au point C. Mais vu que l'énergie potentielle de pesanteur elle est directement liée à l'altitude de ZC, on a que EPPC c'est mgZC. Mais c'est ce que je vous ai expliqué au tout départ. Ici, on est à ce qu'on appelle la flèche de la trajectoire. Donc l'altitude maximale ici, c'est ZC justement. Donc vous avez la relation que EPPC c'est égal à mgH'. On peut passer à la rédaction. Au point C, on sait que EPPC c'est égal à mgH', d'où en passant le mg de l'autre côté, on obtient H' qui est égal à EPPC sur mg. Il vous reste plus qu'à faire l'application numérique en remplaçant avec la valeur exacte, attention, de l'énergie potentielle de pesanteur au point C que vous aviez à la question précédente. On a ici deux chiffres significatifs en haut et en bas, et donc on obtient au final 2,9 fois 10 puissance 2 mètres. Allez, bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, on arrive à la question 3, 2, 4 avec l'identification des courbes représentatives des fonctions x et z en fonction du temps. On a le graphe qui a été donné dans l'énoncé que je vous remets moi à l'écran. On voit clairement sur l'écran qu'on a une courbe numéro 1 qui est une fonction linéaire, donc attention, ça vous en avez croisé plein depuis Berlambert l'année dernière, il faut être capable maintenant d'identifier ce genre de courbe. Et l'autre qui ressemble à une parabole. Alors si on se souvient des équations horaires qu'on avait obtenues tout au départ, on avait x de t qui était justement une fonction linéaire. Alors ici attention au niveau du vocabulaire, en physique c'est pas tout à fait le même vocabulaire qu'en maths, donc on a le droit de dire un peu tout et n'importe quoi, donc faites gaffe quand vous repartez en maths de pas dire ce genre de truc, on peut pas dire f de x est une fonction linéaire, c'est f qui est une fonction linéaire, bon enfin bref, faites attention au vocabulaire. Ici donc on va utiliser le vocabulaire que eux nous ont proposé, hein. Donc on va prendre x de t qui est une fonction linéaire, donc ça va être la courbe 1, et z de t étant donné que c'est une fonction du second degré, on va avoir comme représentation de cette fonction la courbe 2. Ensuite, on nous demande de trouver graphiquement la distance xc parcourue quand on atteint la hauteur maximale h'. Alors ici, je vous indique la manip à faire sur votre feuille. Faut prendre votre règle et glisser de manière horizontale sur votre feuille jusqu'à trouver le sommet. Ensuite, de là, on trace à l'horizontale jusqu'à trouver le sommet, de là on repart à la verticale pour arriver sur la fonction x de t, et ensuite on revient à l'horizontale pour trouver le x correspondant. Bon ben une fois qu'on fait cette manip, on arrive à peu près à 600 mètres sur le graphe. Attention, une lecture graphique, vous aurez jamais 3 chiffres significatifs, donc on va en mettre que 2 pour conclure, et donc par lecture graphique, on trouve que xc est à peu près égal à 6,0 fois 10 puissance 2 mètres. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.